Dominique de Villepin en Afrique, une tournée claire pour tenter de rallier la Guinée, le Cameroun et l'Angola au camp de la paix. Et puis l'événement de ce lundi, l'intervention en direct dans une demi-heure de Jacques Chirac qui devrait préciser s'il se rendra personnellement à l'ONU. Les tractations diplomatiques vont donc bon train. En Grande-Bretagne, Tony Blair n'a plus d'autre choix que de convaincre de voter oui au projet de résolution face à la fronde des députés et de son opinion publique. La grève des dockers dans 5 pays européens, violents affrontements devant le Parlement de Strasbourg, 3000 manifestants ont fait le coup de poing, les forces anti-émeutes ont dû intervenir. Selon une enquête d'Autojournal, les arnaques sur le kilométrage des voitures se multiplient. Attention donc aux fraudeurs, même les compteurs électroniques sont maquillés. Madame, Monsieur, bonsoir. La diplomatie est entrée dans une phase d'accélération et la France, en première ligne, est décidée à tout faire pour empêcher la guerre. Chaque voix compte. Après les tractations téléphoniques qui se sont déroulées ce week-end, Dominique de Villepin a quitté Paris dès hier soir pour l'Afrique et tente d'obtenir l'adhésion de ces 3 pays, l'Angola, le Cameroun et la Guinée, membres du Conseil de sécurité et qui restent indécis. Hervé Guéquer. Dès l'aube, Dominique de Villepin entame son marathon africain. Première étape, l'Angola et la rencontre avec le président Dos Santos. Un président qui apparemment juge la guerre inévitable et qui rejette toute pression extérieure avant le vote à l'ONU. Mais la mission du ministre français est d'essayer. J'ai voulu, de la part du président de la République, Jacques Chirac, présenter la position de la France et maintenir la concertation très étroite entre nos 2 pays depuis de longs mois sur cette question. Deuxième étape, en fin de matinée, le Cameroun. À Yaoundé, Dominique de Villepin se fait une nouvelle fois l'apôtre de la paix. Il rencontre le président Paul Biya, qui ne fera aucun commentaire après l'entrevue. Troisième et dernière étape, cet après-midi, la Guinée. Dominique de Villepin rencontre le président Lansana Conté à Conakry. Chassé-croisé diplomatique, au même moment, à Washington, le ministre guinéen des Affaires étrangères s'entretient avec l'Américain Colin Powell. La Guinée, comme tous les autres membres du Conseil, est en train justement de réfléchir, d'étudier attentivement cette proposition. Les Américains continuent donc eux aussi le forcing diplomatique et n'ont pas l'intention de laisser les pays africains se faire séduire par la France. L'incertitude est donc à son comble et aucun scénario n'est à écarter. Il reste en effet beaucoup d'incertitudes concernant notamment la date de la prochaine réunion du Conseil de sécurité. On parlait de mardi, probablement rien ne se fera avant le milieu de la semaine. En revanche, le camp du non affirme dès aujourd'hui sa détermination. Le chancelier Gerhard Schröder se rendra en personne à l'ONU et la Russie affirme qu'elle s'opposera à une nouvelle résolution. Et puis en toute fin de soirée, on a appris que le Pakistan s'abstiendrait à l'ONU. Rien n'est encore officiel, mais cette annonce constituerait un fait majeur puisque ce pays allié aux États-Unis faisait partie des 6 indécis membres du Conseil de sécurité. Jean-Marc Hillouz. La Russie, sans dégainer explicitement le mot veto, elle durcit encore son niet au projet de résolution anglo-américaine en faveur d'un ultimatum à l'Irak. Nous pensons, dit Igor Ivanov, le ministre des Affaires étrangères, qu'il est difficilement souhaitable de présenter cette résolution au Conseil de sécurité. Si c'est le cas, la Russie votera contre. Et à Bagdad, Gennady Selesniev, président du Parlement russe, est venu répéter le message à un Saddam Hussein qui demande au Conseil de sécurité de refuser aux Américains un feu vert pour la guerre. L'Allemagne aussi rappelle son hostilité à une résolution ultimatum et le chancelier Schröder explique qu'en cas de vote, il retiendrait la suggestion de Jacques Chirac et se rendrait lui-même à New York. Les Nations Unies, leur secrétaire général Kofi Annan, lancent un appel à l'unité du Conseil de sécurité face à la menace, mais souligne que toute intervention décidée en dehors de son autorité manquerait sérieusement de légitimité. Dans un instant, bien sûr, nous évoquerons la course de vitesse entreprise par les États-Unis et la Grande-Bretagne pour obtenir le plus large ralliement à la résolution qu'ils présentent. Et nous serons en direct avec nos correspondants à Londres et à Washington. Mais d'abord, les préparatifs militaires qui s'accélèrent chaque jour dans la région du Golfe. En mer, plus de 120 bâtiments de guerre sont en alerte. Une flotte amirale composée notamment de 3 porte-avions dont l'USS Abraham Lincoln.
Au Koweït, les forces américaines et britanniques déchargent à plein régime le matériel qui servira aux 150 000 militaires sur place. Plusieurs bases secrètes ont été installées dans le désert. Un dispositif parfaitement rodé. Reportage de nos envoyés spéciaux Claude Sampère, Patrick Desmullier. En plein désert du Koweït, l'armée américaine poursuit ses préparatifs en vue d'une offensive. En général, elle préfère rester discrète sur son dispositif de renseignement. Aujourd'hui, pour la première fois, elle montre à loisir à la presse ses avions espions, les célèbres drones qui ont fait leurs preuves l'année passée en Afghanistan. Des avions sans pilote équipés de caméras ultra-modernes. Avec cet appareil, on peut avoir un œil en permanence sur l'Irak, nous dit ce commandant. Les informations sont reçues directement par le centre de commandement et de là une décision peut être prise très vite pour détruire un site d'armement par exemple. Cet avion nous donne la possibilité d'agir par surprise. Sur cette base, dont nous ne pouvons révéler l'emplacement, on découvre un peu plus loin l'impressionnante armada des hélicoptères américains. Une nouvelle fois, la presse est autorisée à filmer ce déploiement de force. À quelques jours de la fin de l'ultimatum anglo-américain, la guerre se joue pour le moment à travers les images. Et les soldats devant la caméra tiennent toujours le même discours. Nous sommes là pour faire le boulot, qu'on le veuille ou non. Moi, j'ai vraiment hâte que cela se termine pour que je puisse rentrer à la maison et retrouver une vie normale. Certains ont déjà passé plusieurs mois dans le désert. Tous maintenant espèrent être rapidement fixés sur leur avenir. Revenons sur le terrain diplomatique, c'est là que tout se joue et se jouera dans les jours qui viennent. Étienne Lénard, vous êtes à Washington. Comment la Maison-Blanche a-t-elle reçu l'annonce du veto russe qui pourrait mettre un terme à tout espoir d'obtenir une résolution ? Oui, par la voix du porte-parole de la Maison-Blanche, Harry Fleischer, George Bush a fait savoir il y a à peine une demi-heure qu'il serait extrêmement déçu si la Russie s'opposait effectivement à la deuxième résolution américano-anglaise. Ce serait une occasion manquée pour les Russes, a dit Harry Fleischer, de prendre une décision morale importante pour défendre la liberté. Le président américain a passé une partie de la matinée au téléphone, lui aussi engagé dans cette chasse au vote un peu surréaliste qui a lieu donc depuis plusieurs jours maintenant. Le président américain ne se rendra pas aux Nations Unies, quelle que soit la décision du président Chirac ou du chancelier Schröder. Les Américains ne voient pas l'utilité de se rendre à New York pour un vote qui pourrait avoir lieu, non plus demain, vous le disiez, mais plutôt mercredi. Et l'on sent bien, Béatrice, dans les discussions que nous pouvons avoir ici avec les diplomates européens en poste aux États-Unis, eh bien que c'est beaucoup plus que l'avenir de l'Irak qui va se jouer aux Nations Unies en milieu de semaine. Car si, face à la détermination des Américains, face à la détermination dans l'autre camp des Russes et des Français, c'est toute une redéfinition des relations internationales qui pourrait se jouer, et singulièrement du rôle de l'Organisation des Nations Unies dans le monde. Merci Étienne Lénard. En Grande-Bretagne maintenant, après la démission d'un député travailliste, membre du gouvernement hier, et qui pourrait peut-être en entraîner d'autres, il apparaît crucial pour Tony Blair d'obtenir le vote d'une deuxième résolution, au point d'ailleurs d'envoyer en Afrique son émissaire, Laurent Boussier. Oui, absolument, Béatrice. C'est la ministre d'État pour l'Afrique, Valérie Amos, qui a été envoyée par Tony Blair. C'est une personnalité qui est très proche du Premier ministre britannique, qui a été envoyée en Afrique pour faire le même trajet que Dominique de Villepin. Cameroun, Angola, Guinée, mais elle, évidemment, pour s'assurer que ces trois pays votent à l'ONU dans le même sens que la Grande-Bretagne et que les États-Unis. Alors ce voyage est le signe de l'inquiétude qui règne aujourd'hui au sein du gouvernement britannique, qui a désespérément besoin d'une deuxième résolution. Vous savez que s'il n'y a pas de deuxième résolution, non seulement les 2/3 des Britanniques sont opposés à cette guerre, mais de plus en plus de députés du Parti travailliste, le parti de Tony Blair, qui normalement doivent soutenir sans état d'âme sa politique, de plus en plus de ces députés s'opposent à eux. Déjà, aujourd'hui, une ministre a annoncé que si la Grande-Bretagne participait à cette guerre sans soutien de l'ONU, elle démissionnerait. Alors avec 42 000 soldats déjà dans le Golfe et une politique d'alignement quasi totale sur George Bush, Tony Blair ne peut plus reculer et il fait face aujourd'hui à la crise politique la plus grave depuis son accession au pouvoir en 1997. Aujourd'hui, la diplomatie britannique fait feu de tout bois et elle laisse même entendre qu'une nouvelle résolution, un changement dans la résolution qui ne stipulerait plus le 17 mars comme date butoir, serait à l'étude au ministère des Affaires étrangères. Merci Laurent Boussier de ces précisions. En Irak maintenant, 6 nouveaux missiles interdits ont été détruits aujourd'hui. Les autorités continuent par ailleurs de multiplier les mises en garde. L'Irak se battra jusqu'au bout. Et à côté de l'entraînement des forces traditionnelles, Saddam Hussein peut s'appuyer sur les tribus qui se préparent au combat. Reportage de nos envoyés spéciaux, Maryse Burgot. L'homme qui donne des ordres est l'un des chefs de la tribu des Meshadani.
Un clan de 120 000 hommes dont les dignitaires sont tous de près ou de loin liés au régime. Devant les caméras occidentales, les chefs ont organisé un entraînement. Ces apprentis combattants sont tous des musulmans sunnites comme Saddam Hussein. Ici, on a tout à perdre si le Raïs perd le pouvoir. Saddam Hussein a bâti son régime en achetant le silence, voire le soutien des tribus. Cette gestion clanique du pouvoir lui a permis jusqu'à présent de tenir le pays. Alors évidemment, ces hommes prétendent qu'ils se battront jusqu'au bout en cas de guerre. Celui-ci concède que les Américains ont des armes beaucoup plus sophistiquées, mais il est sûr, grâce à Dieu, grâce à sa foi en Dieu, qu'il saura trouver la juste riposte. Dans les rues de Bagdad, aujourd'hui, de nouvelles casemates de sacs de sable ont été construites. Quasiment tous les bâtiments sensibles sont désormais pourvus de ces positions de combat. Ces hommes se demandent d'ailleurs ce qui sera le plus dangereux pour eux, les chars américains ou les représailles d'une population civile asservie par un pouvoir sans partage. L'entraînement de ces hommes semble bien dérisoire au regard de l'importance des forces américaines massées autour de l'Irak. D'ailleurs, les observateurs ne notent aucun préparatif militaire sérieux à Bagdad et dans le reste du pays, comme si Saddam Hussein avait déjà renoncé à livrer un combat classique contre les Américains. Revenons à l'événement du jour. Jacques Chirac devrait s'exprimer dans un peu plus d'un quart d'heure maintenant. Nous vous retrouvons en direct de l'Élysée. David Pujadas, le président devrait sans doute indiquer s'il se rendra en personne à l'ONU. Oui, Béatrice, vous l'avez dit, c'est une démarche qui donnerait évidemment beaucoup de solennité à cette séance du Conseil de sécurité prévue mercredi. Gerhard Schröder, vous l'avez dit, a déjà dit oui, George Bush a dit non. Et ici à l'Élysée, la question en fait n'était pas tranchée à la mi-journée. Jacques Chirac a continué à travailler, à passer des coups de téléphone, à consulter. Alors on espère bien sûr obtenir une réponse sur ce point, mais aussi sur beaucoup d'autres points. L'utilisation du droit de veto par la France après la décision de Moscou et aussi les relations franco-américaines parce qu'il faut le rappeler, depuis le début de cette crise irakienne, c'est la première fois que Jacques Chirac va s'adresser aux Français ce soir, à tout à l'heure, donc dans une vingtaine de minutes maintenant. Merci David Pujadas. La capture au Pakistan du numéro 3 d'Al-Qaïda, présenté comme le cerveau des attentats du 11 septembre, cette arrestation a été facilitée par l'énorme récompense que les États-Unis ont placée sur la tête de Khaled Sheikh Mohammed, un sérieux coup de pouce pour les services de renseignement. Richard Binet. C'est très loin du Pakistan, près de Washington, qu'aurait commencé la traque de Khaled Sheikh Mohammed, considéré comme le cerveau des attentats du 11 septembre. Dans les bureaux de la NSA, l'Agence nationale de sécurité américaine, où des ordinateurs parmi les plus puissants de la planète analysent en permanence des communications espionnées par satellite. Un maillage mondial baptisé Échelon. À partir de l'empreinte vocale de Sheikh Mohammed, établie d'après une interview réalisée par une télévision arabe, les services secrets américains auraient intercepté l'un de ses 10 portables et localisé son interlocuteur à Quetta, au Pakistan. Un Égyptien du réseau Al-Qaïda qu'ils auraient convaincu de coopérer moyennant récompense, plus de 25 millions de dollars et un visa pour la Grande-Bretagne. Une version américaine trop belle pour les spécialistes du renseignement. Pour identifier tout ou partie des portables qu'il utilise, il doit y avoir obligatoirement une information de terrain. Cette information de terrain, elle est venue très probablement soit par les services secrets pakistanais, soit par des islamistes de l'entourage de Khaled Sheikh Mohammed qui ont lâché l'information, bien sûr, aux Pakistanais. Mérite de la version officielle, elle évite au Pakistan d'apparaître en première ligne dans l'arrestation de Sheikh Mohammed et démontre qu'Al-Qaïda doit désormais douter de la totale fidélité de ses membres. À Francfort, 4 islamistes algériens reconnus coupables d'avoir planifié à la fin de l'année 2000 un attentat à Strasbourg ont été condamnés à des peines de 10 à 12 ans de prison. Ils ont été arrêtés par la police allemande alors qu'ils comptaient placer une cocotte-minute bourrée d'explosifs sur le marché de Noël à Strasbourg. À côté du plan Vigipirate renforcé depuis les attentats de septembre, le risque d'un conflit en Irak amène Nicolas Sarkozy à mettre en place un dispositif particulier pour parer à une éventuelle menace terroriste. Paul de Genève, Alain Locaccio. Les menaces contre les synagogues ou les mosquées en cas de guerre en Irak sont réelles. Et le gouvernement a déjà préparé un plan précis. Au total, 2000 lieux de culte seraient mis sous protection, 1300 musulmans et 700 israélites.
L'an dernier, sur fond de conflit israélo-palestinien, des synagogues avaient déjà été prises pour cible, comme ici à Marseille. C'est vrai que nous avons assumé ces derniers mois et ces dernières années un certain nombre d'actes dont la communauté juive a été victime, et nous souhaiterions et nous espérons que cela ne se reproduira pas et que les mesures qui ont été annoncées par le ministre n'auront pas à être utilisées. Certaines mosquées, elles aussi, ont fait l'objet de provocations racistes, comme à Lyon. Ici, la coopération avec la police commence à s'instaurer. Depuis quelque temps, nous avons autour de la mosquée une surveillance accrue, des rondes beaucoup plus importantes autour de la mosquée, ce qui nous rassure. Aucun détail n'a encore été fourni sur le nombre de policiers engagés. À Paris, une nouvelle unité d'intervention mobile mise en place en novembre dernier devrait participer au dispositif. Le reste de l'actualité en France avec cette collision mortelle en plein ciel. 2 Mirages se sont percutés à l'entraînement. Les pilotes n'ont pas réussi à s'éjecter. Thierry Curtet, Jean-Paul Chausset. Ils n'ont pas eu le temps de s'éjecter. Les 2 pilotes se sont accrochés au-dessus de la piste de Reims alors qu'ils répétaient une figure pour des meetings. Le premier Mirage F1 est tombé sur la base, le second dans un champ à proximité. Robert, le voisin le plus proche, les observait ce matin. Il me semblait être vraiment bien collé. Et puis là, quand ils ont fait le retour pour revenir, il y en a un qui a voulu décrocher, certainement pour faire la grande boucle et atterrir. Peut-être qu'il était en fin d'exercice. Et c'est au moment du décrochage qu'il a heurté l'autre. Il a perdu son nez. Que s'est-il passé exactement? Pour l'instant, ni le procureur, ni l'armée de l'air ne veulent avancer d'hypothèse. Les boîtes noires ont été retrouvées, plusieurs témoins interrogés. Les 2 pilotes étaient très expérimentés. Ils totalisaient tous les 2 plus de 2000 heures de vol, dont sensiblement 1000 heures sur ce type d'appareil. Et ils formaient les jeunes pilotes. Ces 2 pilotes constituaient la patrouille Victor. C'est elle qui était chargée de présenter le Mirage F1 dans les meetings de l'armée de l'air. La grève des dockers paralyse les grands ports français à Bordeaux, à La Rochelle, mais aussi à Marseille. Le trafic marchandises a été totalement bloqué. Ce mouvement prévu pour 48 heures concerne plusieurs pays européens. C'est un projet de directive européenne libéralisant les services dans les ports qui a suscité la colère des dockers. Devant le Parlement de Strasbourg, de violents incidents ont opposé cet après-midi plus de 3000 d'entre eux aux forces de l'ordre. La police anti-émeute a répliqué. Reportage Christine Beauce, Sylvain Gauthier. Français, Belges et Espagnols, ils sont 3500 et scandent les mêmes slogans en faveur de la défense des dockers en Europe. Devant le Parlement européen, la manifestation bascule, lance à eau et gaz lacrymogène. Les manifestants ne pourront jamais approcher le bâtiment du Parlement européen, défendu comme une forteresse par 200 CRS. C'est une honte, même pas discuter, tout de suite on frappe. Et le face-à-face entre forces de l'ordre et manifestants va durer 1h30, avec tir de projectiles en tout genre. Une dizaine de policiers ont été blessés, 3 manifestants arrêtés, une débauche de violence pour une cause légitime, la défense d'une profession. À partir du moment où le statut de docker n'existera plus, eh bien on pourra décharger les bateaux avec des équipages étrangers, et les gens, eh bien, qu'est-ce qu'il leur restera? Soit de travailler en intérim, soit aller au chômage. À l'origine de cette manifestation, le vote demain au Parlement européen d'une directive sur la libéralisation des services portuaires. Une délégation a pu être reçue par des députés européens pendant que les dockers exprimaient leur colère. On n'a pas fait du tourisme aujourd'hui. Les travailleurs portuaires savent qu'à coup de directives européennes, on risque de les priver de leur emploi, de leurs conditions d'existence, et donc c'était normal qu'ils démontrent leur colère. La manifestation s'est achevée vers 17h30. Les dockers sont repartis avec l'espoir d'avoir été entendus. Sans surprise, la mise en liquidation de Métal Europe Nord. Il n'y aura pas de redémarrage de la fonderie de Noyelles-Godault. Pour les salariés qui se retrouvent sur le carreau, c'est la fin. Et partagés entre colère et désespoir, ils organisaient le blocus de leur usine. Martin Ngouès et Patrice Brugère. C'est gauchis. Sacré gauchis. Dire qu'on pensait qu'on avait encore de l'avenir ici. Des fours éteints. Le zinc ne coulera plus à Métal Europe. Depuis le 17 janvier, le temps s'est arrêté. C'est très dur de voir ça. On est arrivé là. C'est ce que je peux vous dire. C'est un sacré gauchis. On se fait tout savoir.
La liquidation, ce sont 830 personnes et leurs familles sur le carreau. Nous, on est 10 encore à la maison, on vit à 10. Bon, il y a le père, le frère, l'usine elle ferme, où on va travailler. Voilà, c'est affreux, sincèrement c'est affreux, on est blessés en nous. Je ressens de la colère vis-à-vis de tous ces financiers qui n'hésitent pas à nous dépouiller, qui nous ont fait travailler, je ne veux pas dire comme des bagnards, mais presque, qui nous ont jetés à la rue. C'est notre usine. Moi j'ai été plombé à plusieurs reprises et je suis fier de mon travail. J'ai été fondeur et je suis fier d'être fondeur. Et là qu'on ferme comme ça du jour au lendemain pour les actionnaires, c'est honteux quoi. Sur le site, on attend maintenant les mesures d'accompagnement et le montant des primes de licenciement, la fin d'une usine installée depuis 120 ans. Les premières déclarations de revenus 2002 sont arrivées dans vos boîtes aux lettres. Il faudra les renvoyer dûment complétées au plus tard le 24 mars prochain. Si vous faites votre déclaration sur Internet, un délai supplémentaire vous sera accordé. Cette journée était également marquée par la grève des agents des impôts qui veulent défendre le service public. Apparemment une forte mobilisation, du moins selon les syndicats. Une information qui intéressera tous les automobilistes. D'après une enquête du magazine Autoplus, les arnaques aux compteurs kilométriques ont tendance à se multiplier, un maquillage qui désavantage l'acheteur. Luc Bazizin, Rémi Poissonnier. Trafic sur les chiffres. Ces vieux compteurs kilométriques à rouleau étaient réputés faciles à manipuler. Surprise, les compteurs électroniques des voitures plus récentes peuvent être rajeunis, eux, encore plus facilement. En un clic sur ce site internet, par exemple, on vous propose ni trucage, ni bricolage, ni bidouillage, mais on vous parle d'ajustage. En fait, la vente de logiciels pour trafiquer les compteurs, des plus simples entre 500 € et 3600 € au plus compliqué avec l'ordinateur de poche, 8500 €. Une activité bien entendu tout à fait illégale en France. Nous avons joint par téléphone un professionnel de ces transformations qui exerce ce métier bien particulier en Allemagne. Et donc c'est très lucratif pour vous, combien ça rapporte? Les prix chez nous, ça commence à 100 € pour une voiture qui se fait facilement à la diagnostic. Et ça monte jusqu'à 800 ou 1000 € pour une voiture assez difficile, comme une Mercedes très récente. Ça représente un gros marché pour vous? On connaît des gens ici, aussi dans le coin, qui font entre 20 et 30 voitures par jour. Dans ce garage parisien, le technicien nous montre à quel point il est simple de faire parler une voiture. Par cette seule prise diagnostique passent toutes les informations. Les trafiquants, eux, se connectent par ce biais et modifient le kilométrage. De leur côté, les garagistes vérifient rarement si le chiffre du compteur est conforme à celui de l'ordinateur. Vraiment qu'on a un gros doute pour qu'on aille le chercher, quoi. Donc c'est même pas une fois sur 10, c'est une fois sur 100 peut-être. Les voitures françaises seraient plus difficiles à modifier. Les véhicules allemands d'occasion vendus chez nous, eux, seraient entre 60 et 80% à comporter un compteur trafiqué. Au Musée national de la Marine à Paris s'ouvre une exposition exceptionnelle sur l'art de la sculpture navale. De nombreuses figures de proue, mais aussi des maquettes sont présentées dans une scénographie dépouillée. Gérard Dalmaz. Les géants de bois scrutent l'horizon. Patinés par les embruns, ces figures de proue ont taillé leur route sur les océans pendant les siècles de la marine à voile. Des centaines de bateaux étaient parés de l'emblème d'étrave pour dompter le souffle d'Éole, calmer la colère de Neptune. Les 40 galères de Louis XIV servaient de garde-côte, dont la célèbre Réal, rameurs enchaînés sur bagnes flottants derrière la façade d'un Versailles-sur-Mer. Le roi Soleil en dieu Apollon est au centre des sculptures dorées à la feuille, majesté clamée par les trompettes de la renommée. Catherine Chabot a participé aux plus grandes courses à la voile. Sur les Formule 1 de la mer, le bois est de moins en moins présent, trop lourd. On n'a bien évidemment plus de figures de proue sur nos bateaux. Mais on a remplacé ça par autre chose, par des dessins. J'ai été accompagnée pendant un mois dans les mers du Sud par un albatros. Et il y a sur mon second bateau, pour mon deuxième tour du monde, on m'avait stylisé un albatros sur les traves du bateau et qui m'accompagnait. C'était un ami. Ami et protecteur militaire, cette sculpture de bois sur bateau d'acier, le chef gaulois Brennus, celui des oies du Capitole, ornait un cuirassé français, la dernière de nos figures de proue, 1899. De tout temps, les gens de mer ont eu besoin d'un talisman contre les incertitudes du voyage. Alors, comme un esclave, le bateau tout entier suivait sa sirène magique,
tendue vers les infinis. Le printemps prend de l'avance, qui s'en plaindrait du vrai beau temps dans de nombreuses régions de France. La chaleur de retour cet après-midi dans le sud-ouest, 23 degrés à Albi, le thermomètre s'emballe, 9 degrés au-dessus des normales saisonnières. Muriel Lassaga, Olivier Combe. Star à lunettes, allure nonchalante, air un brin dégagé. À Albi aujourd'hui, tout le monde a pris sa peau d'été. Dès que le soleil sort, on en profite pour se mettre à la terrasse. On n'a pas trop envie de retourner en cours. Mais non, mais je sais pas, des fois on va s'allonger au parc Rochefeuille, des trucs comme ça. Enfin, je sais pas, ça fait du bien. En Allemagne, il fait aussi très beau, mais les températures sont beaucoup moins élevées qu'ici. Aujourd'hui à Stuttgart, il fait 10 à 11 degrés. Eh bien, à Albi, le mercure est monté jusqu'à 23 degrés, presque un record, à 1 degré près. Alors forcément, après 4 longs mois de pluie, de neige et de vent, on a vite fait de s'emballer et de sortir oliviers et orangers. Et ça va trop vite, alors on a des envies, on veut toujours aller vite, avoir son jardin, sa terrasse bien arrangée, puis pof, il arrive une gelée. Certes, mais pour l'instant, les bourdons en chavirent de bonheur. Quant à ceux-là, le soleil ne leur a pas encore fait tourner la tête. Il y en a qui vont sur la Côte d'Azur pour breuser, et nous breusons sur les pontons, tranquilles, comme Baptiste. Demain, les pêcheurs seront là, puis après-demain, car Météo France annonce soleil et chaleur pour toute la semaine. Pour la première fois depuis 15 ans, Paris est allé s'imposer hier soir au stade Vélodrome de Marseille. Une victoire 3-0 avec une prestation remarquée du Brésilien Ronaldinho. Grâce à ce succès, Paris revient à la 6e place. Marseille, 2e, a raté l'occasion de s'échapper en tête de ce championnat. Manuel Tissier. Ronaldinho a été privé de vacances à Rio par son entraîneur. Hier soir, au Vélodrome, il s'est offert son carnaval. Première alerte en première période. Le Brésilien surprend les Marseillais. Malheureusement, la finition n'est pas au rendez-vous. En seconde mi-temps, les choses se précisent. Sur une erreur de Franck Leboeuf, Ronaldinho inscrit le 2e but de la rencontre. Quelques minutes plus tard, c'est encore lui que l'on retrouve en première ligne. Le champion du monde laisse sur place ses adversaires. Jérôme Leroy assure le but. Score final, 3-0. À 23 ans, le Brésilien permet aux Parisiens de battre l'OM 3 fois en une saison. Ce n'était jamais arrivé. Grâce à lui, Paris est passé de la 11e à la 6e place. Et nous arrivons à la fin de ce journal, légèrement raccourci en raison de l'actualité, puisque dans quelques instants, en direct de l'Élysée, Jacques Chirac répondra aux questions de David Pujadas et de Patrick Poivre d'Arvor. Une intervention très attendue. L'information d'ailleurs continue sur France 2, puisque Olivier Mazerolle, votre émission 100 minutes pour convaincre sera consacrée à la crise irakienne. Oui, on va faire une émission spéciale crise irakienne ce soir sur France 2, puisque donc il y a dans quelques instants l'interview du président de la République, et ensuite cette émission 100 minutes pour comprendre l'hyperpuissance américaine. Que veut George Bush? Quels sont les objectifs des Américains? Nous verrons ça avec Hubert Védrine, qui est l'ancien ministre français des Affaires étrangères, et autour de lui beaucoup d'interlocuteurs américains, à commencer par l'ancien secrétaire d'État Henry Kissinger, interlocuteurs européens aussi, comme la ministre espagnole des Affaires étrangères Ana Palacio. Vous savez que l'Espagne est une des co-signataires de la résolution présentée au Conseil de sécurité de l'ONU par les États-Unis, et puis aussi Alain Madelin, qui est un des rares hommes politiques français à donner raison aux Américains. Alors on verra pourquoi cette hyperpuissance américaine finalement s'est répandue sur le monde, et y a-t-il encore une possibilité d'empêcher la guerre? Ça, franchement, plus personne n'y croit vraiment, mais enfin, on ne sait jamais. Donc on va voir tout ça, comment fonctionne la Maison-Blanche. George Bush est-il aussi très instrumentalisé par les religieux aux États-Unis? Enfin, plein de choses qui vont, je l'espère, faire comprendre ce qui se passe aux États-Unis en ce moment. Et puis, bien sûr, de nombreuses questions. On a appris pendant le journal que George Bush, c'est sûr, maintenant, n'ira pas lui-même à New York. Voilà. On attend l'intervention de Jacques Chirac. Voilà, pour savoir si lui-même va y aller. On sait que Gerhard Schröder est prêt à s'y rendre. On sait que la Russie... On ne sait pas si Poutine est prêt à y aller, mais on sait que la Russie est prête à faire jouer son droit de veto. Jacques Chirac va-t-il le faire? On voit que les Britanniques essayent de remodeler un peu la résolution présentée par les États-Unis, la Grande-Bretagne et l'Espagne, parce que les Anglais sont embêtés par ce qui se passe. Donc on est en plein suspense diplomatique. Tout ça ne va sans doute pas permettre d'arrêter la guerre, mais enfin...
Pourquoi cette guerre peut-elle avoir lieu si ce sont les Américains, pas seuls, mais en tout cas qui sont les moteurs de cette décision et s'ils n'obtiennent pas la majorité à l'ONU? Alors j'ajouterais que le Pakistan a fait savoir, c'est pas encore une information qui est officielle, qu'il ne voterait pas à l'ONU, en tout cas qu'il s'abstiendrait. C'est évidemment un jeu décisif puisque le Pakistan est un de ces 6 pays indécis qui doivent donc faire la balance d'un côté ou de l'autre. On voit que malgré cette puissance américaine, les États-Unis ont du mal à obtenir la majorité des 9 voix nécessaires au Conseil de sécurité pour obtenir que cette résolution soit votée, et ce qui obligerait naturellement la France à faire jouer de son droit de veto si elle voulait s'opposer à cette résolution. Peut-être d'un mot ce qui se passe en France, à l'intérieur même de la majorité. Alors à la Madeleine, voilà, la majorité suit très majoritairement, c'est le cas de le dire, la politique de Jacques Chirac, la gauche aussi. Mais à la Madeleine, lui, trouve que les États-Unis ont raison. Donc il nous dira tout à l'heure pourquoi, face à Hubert Védrine, qui lui est à gauche, mais pense que la position française n'est pas si mauvaise. Et qui pourra commenter l'intervention de Jacques Chirac, qui va donc se dérouler dans à peine quelques secondes. Il est 20h30 ou presque. Tout de suite, vous allez pouvoir suivre cette interview de Jacques Chirac en direct de l'Élysée. Une intervention, je pense, d'une vingtaine de minutes qui permettra d'en savoir davantage sur les intentions du chef de l'État. Bonsoir à tous, ou rebonsoir. Bonsoir Monsieur le Président et merci de nous recevoir alors que nous vivons les heures les plus brûlantes de l'affrontement diplomatique et que nous sommes peut-être à quelques jours d'une intervention militaire annoncée en Irak. Alors chacun, et pas seulement en France, veut savoir ce que fera la France, ce que vous ferez si vous irez personnellement à New York aux Nations Unies, si la France utilisera son droit de veto et si les relations franco-américaines ne tournent pas au divorce. Mais d'abord, puisque c'est votre première intervention depuis le début de cette crise, revenons un peu au départ et pouvez-vous nous expliquer pourquoi, depuis le départ, la France s'oppose si fermement à la guerre et jusqu'au bout, semble-t-il? Est-ce pour des raisons stratégiques, parce que cette guerre ne vous semble pas opportune, pour des raisons politiques, parce que l'opinion y est opposée, ou pour des raisons morales, parce que la guerre serait un mal, quelle qu'elle soit? D'abord, bonsoir et merci d'être ici, à tous les deux. D'abord, il faut voir dans quel monde nous voulons vivre. Nous voulons vivre dans un monde multipolaire, c'est-à-dire avec quelques grands groupes, qui aient entre eux des relations aussi harmonieuses que possible. Un monde dans lequel l'Europe aura notamment toute sa place. Un monde où la démocratie progresse, d'où l'importance à nos yeux capitale de l'Organisation des Nations Unies pour donner un cadre et une impulsion à cette démocratie et à cette harmonie. Un monde où les crises inévitables puissent être gérées aussi bien que possible, qu'il s'agisse des crises régionales ou des crises qu'on appelle de prolifération, c'est-à-dire face à des pays qui tout d'un coup se mettent à construire ou à fabriquer des armes ou à acheter des armes de destruction massive. Et enfin, un monde qui privilégie le respect de l'autre, le dialogue des cultures, le dialogue des civilisations, et qui essaye d'éviter les affrontements. Alors, dans ce contexte, nous nous sommes trouvés dès l'origine, face à un problème, un Irak qui, à l'évidence, possédait des armes de destruction massive, entre les mains d'un régime indiscutablement dangereux, et qui présentait par conséquent un risque certain pour le monde. Et il était donc essentiel de désarmer ce régime, ce pays, d'éliminer ces armes de destruction massive. Et est-ce que l'Irak a bien coopéré justement avec les inspecteurs sur ce sujet? Est-ce que ça reste un pays dangereux? Pour le désarmer, il y avait deux voies. La voie de la guerre, naturellement, mais aussi la voie du contrôle. De la contrainte. Du contrôle et de la contrainte, celle qui consistait à aller sur place, avec l'autorité de l'ONU, pour maîtriser ces armements, les trouver et les détruire. Et la communauté internationale, à l'unanimité,
en votant au Conseil de sécurité la résolution dite 1442, a pris une décision qui consistait à dire nous allons désarmer l'Irak de manière pacifique, c'est-à-dire par des inspections. Nous allons nommer des inspecteurs qui vont être chargés, et eux nous diront si cette voie est possible ou si elle ne l'est pas. Mais après cette résolution 1441, est-ce qu'on peut dire que l'Irak reste un pays dangereux? Ce soir, par exemple. Un pays qui a le passé et la structure politique de l'Irak est toujours un pays dangereux. Mais un pays n'est véritablement dangereux que s'il a les moyens d'agresser, s'il a les moyens d'attaquer. Et pour vous, il ne les a pas aujourd'hui. Alors, non. Le problème était de s'assurer qu'il n'avait plus ces moyens, ou en tous les cas, que ces moyens pouvaient être maîtrisés et détruits. L'ONU a donc envoyé les inspecteurs. Je voudrais vous rappeler que c'est une technique qui n'est pas à son coup d'essai. Jusqu'en 98, depuis 91, il y a eu un régime d'inspection qui, hélas, a été interrompu par maladresse. Il y a eu un régime d'inspection qui a détruit plus d'armes en Irak que toute la guerre du Golfe, et qui notamment a permis d'éradiquer complètement le programme nucléaire, ou pratiquement complètement, vraisemblablement, selon les dires en tous les cas des inspecteurs, le programme nucléaire de l'Irak. Ce qui était tout de même quelque chose de capital. On retrouve encore des armes aujourd'hui. Mais il y en a certainement. On est en train de détruire des missiles à portée excessive, et il y a probablement d'autres armes. Alors le problème est de savoir... sans fin, à partir du moment où on ne peut pas faire confiance à Saddam Hussein, est-ce que ce n'est pas une quête sans fin, le désarmement par l'inspection? C'est ce que disent les États-Unis. Premièrement, je ne le crois pas. Je pense que les inspecteurs, qui sont des experts compétents et en qui on peut avoir toute confiance, considèrent aujourd'hui qu'en leur donnant le temps et les moyens nécessaires, c'est ce que M. Blix a dit lors de la dernière réunion du Conseil de sécurité, il estimait aujourd'hui que, avec un renforcement de la coopération de l'Irak, qui n'est jamais suffisant, naturellement, mais qui s'est amélioré, on pouvait atteindre l'objectif fixé, c'est-à-dire l'élimination des armes de destruction massive de l'Irak. Mais est-ce qu'une coopération à 100% n'est pas une condition sine qua non? Certainement. Or, elle n'est pas aujourd'hui à 100%. Vous le dites. C'est intéressant. Les inspecteurs le disent. Les inspecteurs disent que la coopération s'est améliorée et qu'ils sont en mesure aujourd'hui de poursuivre leur travail. Et c'est ça qui est capital. Ce n'est pas à vous ou à moi de dire si les inspections sont efficaces, si l'Irak est suffisamment coopératif. Il ne l'est pas d'ailleurs, je vous le dis tout de suite. Mais pas suffisamment. Pas suffisamment. Mais ce n'est pas à vous ou à moi de le décréter. C'est aux inspecteurs à qui l'ONU a confié la charge de désarmer l'Irak de le dire. Il faut que les inspecteurs nous disent nous pouvons continuer et dans un délai que nous estimons à quelques mois, je dis quelques mois parce que c'est ce qu'ils ont dit, nous aurons achevé notre travail et l'Irak sera désarmé. Ou alors qu'ils disent, et qu'ils viennent dire au Conseil de sécurité, nous sommes désolés, mais l'Irak ne coopère pas, les progrès ne sont pas suffisants, nous ne sommes pas en mesure d'atteindre notre objectif, nous ne pourrons pas garantir le désarmement de l'Irak, cas auquel il appartiendra au Conseil de sécurité et à lui seul de décider ce qu'il convient de faire. Mais dans ce cas, naturellement, hélas, la guerre deviendrait inévitable. Elle ne l'est pas aujourd'hui. L'argument, plutôt que de le désarmer, est-ce qu'on ne pourrait pas carrément le renverser? Parce que c'est quand même un dictateur qui a été cruel pour son peuple, on l'a vu. Ça, c'est un autre problème. Il y a d'autres régimes qui pourraient également être mis dans la même situation. Vous voulez dire que la liste est trop longue? Je ne vais pas aujourd'hui établir une liste, mais enfin, naturellement vient à l'esprit le régime de la Corée du Nord, qui n'est en rien plus meilleur que celui de l'Irak, et qui a des armes de destruction massive, notamment nucléaires, qui, elles, ne sont pas une possibilité, qui sont, hélas, une certitude. Certains disent, il n'est jamais trop tard pour commencer. Pourquoi ne pas commencer par l'Irak, en évoquant ces dictatures qui seraient dangereuses
Non mais, pour les régions. Qu'est-ce que nous voulons? Il faut dire ce que l'on veut. Si l'on aurait pu dire on veut d'abord et avant tout changer le régime irakien, ça c'était une autre discussion, un autre problème qui aurait mérité tout de même, vous le reconnaîtrez, une concertation, notamment au niveau des Nations Unies. C'est pas ce qu'on a dit. On a dit on veut désarmer l'Irak. Bien. On veut désarmer l'Irak. On a choisi à l'unanimité une voie pour le désarmer. Aujourd'hui, rien ne nous dit que cette voie est sans issue, et par conséquent, il faut la poursuivre, dans la mesure où la guerre, c'est toujours un ultime recours, c'est toujours un constat d'échec, c'est toujours la pire des solutions, parce qu'elle amène la mort et la misère. Et nous n'en sommes pas là, de notre point de vue, et c'est la raison pour laquelle nous refusons de nous engager sur une voie qui conduirait automatiquement à la guerre, tant que les inspecteurs ne nous auront pas dit « nous ne pouvons plus rien faire ». Or, ils nous disent le contraire. Alors, précisément, évoquons ces discussions diplomatiques au Conseil de sécurité et évoquons d'abord la façon dont elles vont se dérouler. La France a proposé que les chefs d'État y participent directement, demain ou après-demain au moment du vote. Est-ce que vous-même, vous irez à New York exprimer, défendre la position française au Conseil de sécurité? C'est moi qui ai proposé que la prochaine réunion du Conseil de sécurité se tienne au niveau des chefs d'État et de gouvernement. Pourquoi? D'abord, pour une raison essentielle, c'est que s'agissant de décider de la guerre ou de la paix, avec toutes les conséquences que cela comporte sur le plan humain, sur le plan économique, sur le plan politique, et avec tous les risques que cela fait courir à la fois aux hommes, aux femmes, aux enfants, à la région. Et il me paraissait légitime que la décision soit prise par les chefs d'État et de gouvernement eux-mêmes. Ça me semblait dans leur responsabilité. C'est une proposition que j'ai faite. J'ajoute que, oui, nous verrons bien, il y a des discussions qui sont en cours, et nous verrons bien la décision qui sera prise. On ne sait pas. Il y avait une deuxième raison, et qui, à mon avis, sera de toute façon inévitable en ce qui concerne une discussion au Conseil de sécurité au sommet, c'est que, je vous l'ai dit tout à l'heure, il y a d'autres crises dans le monde, des crises régionales, comme le Moyen-Orient, comme, enfin, je veux dire, le problème israélo-palestinien, ou des crises de prolifération, comme celle de la Corée du Nord. Il y en a hélas d'autres. Et il me paraît important et utile que ce problème de la maîtrise des crises soit évalué au plus haut niveau de la responsabilité démocratique des pays. Et quel que soit le jour de la discussion de la résolution, que ce soit demain, après-demain ou un peu plus tard, vous irez vous-même? J'irai dans la mesure où on prendra la décision collectivement de faire une réunion à ce niveau, naturellement. Mais là, pour l'instant, par exemple, George Bush dit qu'il n'ira pas, quoi qu'il arrive. Ça vous empêche d'y aller vous-même? Nous verrons en fonction des discussions qui ont lieu actuellement, de savoir si finalement il y aura intérêt pour une majorité de chefs d'État ou de gouvernement d'être présents. Votre décision n'est pas prise? Non, ma décision n'est naturellement pas prise. Je n'ai pas à imposer ma volonté en matière de procédure. J'ai fait une proposition qui me paraissait justifiée par l'importance de l'enjeu, mais je comprends très bien que d'autres aient d'autres convictions. Je vous l'ai dit, je suis pour la concertation, et pour le dialogue, pour l'élaboration en commun des solutions les plus conformes à la démocratie et à la dignité de l'homme. Je ne suis pas pour imposer un point de vue. Donc, autrement dit, vous n'irez pas seul? Non, je n'irai pas seul, bien sûr. Et si vous y allez, y allez, c'est pour dire quoi? C'est pour voter non, pour utiliser éventuellement votre droit de veto ou pour vous abstenir? Alors, de quoi s'agit-il? Aujourd'hui, nous sommes dans un système qui est celui de la résolution 1441. C'est-à-dire que la communauté internationale, s'exprimant par le Conseil de sécurité à l'unanimité des 15 membres du Conseil, notamment sur proposition de la France, qui a été très active dans l'élaboration de cette résolution, a décidé de désarmer, d'atteindre l'objectif qui est commun à tous, le désarmement de l'Irak, par des moyens d'inspection.
et de destruction, de détection, puis de destruction des armements de destruction massive. Là, on arrive dans une deuxième résolution. Là, on est dans ce contexte, et de notre point de vue, les rapports des inspecteurs confirment qu'il n'y a pas lieu de changer, qu'il faut poursuivre sur cette voie et que l'objectif peut être atteint en poursuivant cette voie. Certains de nos partenaires, qui ont leur raison, considèrent qu'il faut en réalité en terminer vite et par une autre approche, celle de la guerre. Avec un ultimatum. Alors, cela les conduit à proposer une nouvelle résolution qui fixe un ultimatum. Alors ça peut être, on a d'abord parlé du 17 mars, ensuite on a évoqué une possibilité d'amendement des Anglais pour reculer un peu la date de l'ultimatum, peu importe. Autrement dit, on passe d'un système qui était celui de la poursuite des inspections pour désarmer l'Irak à un autre système qui consiste à dire, dans tant de jours, on fait la guerre. Et ça, vous n'en voulez pas? La France n'acceptera pas et donc refusera cette et utilisera brandissant son droit de veto. S'il le faut, son droit de veto. Qu'est-ce que ça veut dire, le droit de veto? Ça veut dire que vous empêchez, vous faites capoter la résolution. Non. D'abord, il faut savoir ce que ça veut dire. Je répète, la France s'opposera à cette résolution. Alors maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Et il y a 15 membres au Conseil de sécurité, 5 membres permanents et 10 membres qui changent tous les 2 ans. Pour qu'une résolution soit adoptée, il faut qu'elle ait une majorité de 9 membres. Alors, première hypothèse, ce qui est aujourd'hui, ce soir, la plus probable, cette résolution n'a pas une majorité de 9 membres. Les Américains disent le contraire. Colin Powell pense qu'il aura. Moi, je vous donne mon sentiment. Et ma conviction, c'est que ce soir, cette résolution comportant un ultimatum et donc donnant le feu vert international à la guerre n'a pas une majorité de 9 voix. Autrement dit, la France n'aurait pas besoin d'utiliser son droit de veto pour empêcher. À partir de là, c'est exactement ça, à partir de là, naturellement la France fera partie, il y aura des nations qui voteront non, dont la France, il y en aura qui s'abstiendront, mais en tous les cas, il n'y aura pas, dans cette hypothèse, une majorité. Donc, à ce moment-là, il n'y a pas de problème de veto. Et si c'est le contraire? Alors, deuxième hypothèse, un certain nombre de gens changent d'avis, et par rapport à ce que je crois être leur sentiment ce soir, et à ce moment-là, il peut y avoir effectivement une majorité de 9 voix ou plus, qui sont pour la nouvelle résolution, celle qui autorise la guerre, pour faire les choses simplement, pour dire les choses simplement. À ce moment-là, la France votera non. Mais il y a une caractéristique, et c'est ça qu'on appelle en réalité le veto, c'est que lorsque l'un des 5 membres permanents, les États-Unis, l'Angleterre, la Russie, la Chine, la France, vote non, même s'il y a une majorité, la résolution n'est pas adoptée. C'est ce qu'on appelle le droit de veto. Et c'est pour l'instant votre position de principe ce soir? Ma position, c'est que, quelles que soient les circonstances, la France votera non parce qu'elle considère, ce soir, qu'il n'y a pas lieu de faire une guerre pour atteindre l'objectif que nous nous sommes fixés, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Alors, Monsieur le Président, ce droit de veto, de fait, certains l'appellent la bombe atomique diplomatique, et y compris dans les rangs de la majorité, certains ont dit que ce serait tirer une balle dans le dos de nos alliés. Ne vous laissez pas influencer par les polémiques. Et je le répète, la guerre est toujours la pire des solutions. Et la France, qui n'est pas un pays pacifiste, qui ne refuse pas la guerre par principe, et qui le prouve d'ailleurs en étant le premier contributeur de force de l'OTAN actuellement, notamment dans les Balkans. La France n'est pas un pays pacifiste. Mais la France considère que la guerre, c'est la dernière étape d'un processus, que tous les moyens doivent être utilisés
pour l'éviter en raison de ses conséquences dramatiques. C'est le droit de vie et de mort. Ce droit de veto, ce ne serait pas commettre un acte finalement pratiquement sans précédent vis-à-vis des États-Unis. D'abord, le droit de veto a été très souvent utilisé. Mais pas contre eux, sauf en 1956. Non, le droit de veto a été très souvent utilisé. La France l'a utilisé depuis l'origine 18 fois, le dernier en 1989. Il s'agissait à l'époque de la crise du Panama. L'Angleterre a dû l'utiliser 32 fois et les États-Unis 77 fois. Donc, ce que vous appelez le droit de veto, c'est-à-dire le non s'opposant à une majorité. Et donc, ce n'est pas un phénomène exceptionnel. C'est dans la nature des choses, c'est dans la règle internationale, c'est dans le droit international. Et ce droit de veto, vous l'utiliserez quelle que soit la position russe ou chinoise, qui eux aussi peuvent utiliser. Une position commune. J'ai le sentiment qu'aujourd'hui, les Russes et les Chinois, qui sont dans la même situation que la France pour ce qui concerne la possibilité de dire un non définitif, sont disposés, si les choses se présentent de cette façon-là, c'est-à-dire avec une résolution ouvrant droit à la guerre, sont disposés, je le pense, à avoir la même attitude que la France. Alors, vous parlez de polémique sur la position que j'évoquais, mais Colin Powell lui-même, le secrétaire d'État américain, indiquait que ce veto aurait des conséquences très graves, des effets sérieux sur les relations bilatérales entre la France et les États-Unis. Est-ce que ça ne serait pas ouvrir une crise, donc, avec nos alliés? Vous savez, là aussi, on est dans la polémique ou dans l'instant. Je vous ai dit que la France n'était pas un pays pacifiste. Elle n'est pas non plus un pays anti-américain. C'est absurde d'imaginer ça. Nous avons 2 siècles d'histoire commune, de partage des mêmes valeurs. Nous nous sommes toujours, dans les moments difficiles, trouvés ensemble, la main dans la main. Et nos relations, notre amitié a des racines profondes dans les peuples, bien au-delà des situations événementielles. Et il n'y a donc aucun risque que les États-Unis et la France, que le peuple américain et le peuple français se disputent ou se fâchent. Mais vous ne craignez pas des mesures de rétorsion, par exemple, un embargo économique sur un certain nombre de nos produits, par exemple, français? Ça n'a pas de sens. D'abord parce que je connais trop les Américains pour imaginer qu'ils puissent utiliser ce genre de méthode. Ils sont un pays, non, sur des détails, ils sont un pays libéral. Ce n'est pas l'État qui décide d'un embargo économique. C'est un pays libéral. Et deuxièmement, et surtout, nous ne sommes plus dans les années 60 ou 70. Nous sommes dans un monde mondialisé, globalisé, avec des organisations internationales. Le commerce aujourd'hui, ça relève de l'Organisation mondiale du commerce, ça relève de l'Union européenne. Si les Américains voulaient prendre des dispositions à l'égard de la France, il faudrait qu'ils les prennent à l'égard de toute l'Europe, y compris l'Angleterre. Non, tout ça n'est pas sérieux. Alors, je ne dis pas qu'il n'y a pas, naturellement, de conséquences épidermiques. Les relations franco-américaines en seront quand même durablement affectées. Je suis tout à fait convaincu du contraire. D'ailleurs, je note que le président George Bush l'a dit de façon très claire et à mon avis du fond du cœur. Et il y a 2 jours, en évoquant sa divergence de vue sur le problème irakien avec les Français et les Allemands, il a dit de la façon la plus claire, les Français et les Allemands sont nos amis et le resteront naturellement. Nous avons une divergence de vue. Ne nous laissons pas aveugler par l'instant. Ne sacrifions pas nos principes et nos valeurs parce que dans un instant donné, il y a un élément de crise. Et si les Américains n'ont pas cette majorité d'une manière ou d'une autre, donc au Conseil de sécurité, est-ce qu'à votre avis, ils vont quand même à la guerre? Ça, autant que vous les connaissez. Je ne peux pas me prononcer sur ce point, car je n'ai pas à me substituer à la décision ou à interférer dans la décision que prendront les Américains. Vous les avez au Moi, je leur dis régulièrement, nous avons des contacts téléphoniques, je dirais presque quotidiens, soit au niveau de nos conseillers diplomatiques, au niveau de nos ministres, à notre niveau, George Bush, sans trahir naturellement. Nous avons, je le leur ai dit, de faire attention que on ne pouvait pas être porteur de valeurs de démocratie, de dialogue, et ne pas utiliser tous les moyens
pour éviter une guerre. Et que si la communauté internationale ne donnait pas son aval, ce serait un précédent dangereux pour les États-Unis que de passer outre. Alors, vous me direz, mais ils ont déplacé 200 000 hommes. Presque 300 000. Mais ils ont gagné déjà. J'ai eu l'occasion de le dire il n'y a pas longtemps au président Bush. Il est hautement probable que si les Américains n'avaient pas, et les Anglais, n'avaient pas déployé ces forces aussi importantes, il est hautement probable que l'Irak n'aurait pas donné cette coopération plus active qu'exigeaient les inspecteurs, qu'ils ont constaté et qui probablement a été obtenue à cause de cette pression. Donc on peut dire qu'en réalité, dans leur stratégie de désarmement de l'Irak, les Américains ont en réalité atteint leur objectif. Donc ils ont gagné. Pas la face. Ça, je ne vois pas comment. Vous savez, atteindre son objectif sans faire la guerre, ça ne peut pas conduire à perdre la face. Monsieur le Président, si guerre il y a, si les États-Unis décident de faire la guerre avec ou sans mandat de l'ONU, si c'est sans mandat de l'ONU, est-ce que la France s'associera d'une manière ou d'une autre à cette guerre? Est-ce que nos soldats y seront engagés? Est-ce que des moyens militaires y seront engagés? Nous ne sommes pas engagés et nous ne le serons pas s'il n'y a pas une décision de l'ONU, naturellement. Ni porte-avions, ni base, ni utilisation d'hommes ou de soldats. Aucun moyen militaire. Survol du territoire, si la demande en est faite? Ça va de soi, ça fait partie des relations normales qui existent entre pays alliés. Les Américains sont nos alliés. Nous ne sommes pas d'accord avec eux sur une guerre immédiate dans cette région du monde, en Irak. Ça ne veut pas dire que nous ne sommes pas des alliés. Si les Américains ont besoin de survoler notre territoire, il va de soi qu'entre alliés, ce sont des choses qui se font. Ils n'en avaient pas eu le droit lorsqu'ils avaient voulu bombarder Tripoli et la Libye. Il n'y avait pas de rapport. Ça, c'était un coup de main ou un coup de force sur un pays étranger parfaitement ciblé pour une opération. Et à l'époque, je n'avais pas cru, et le président Mitterrand non plus, j'étais Premier ministre, mais François Mitterrand était président de la République, nous n'avions pas cru devoir donner notre autorisation. Mais ça, c'était un problème très particulier. Et poursuivons dans l'hypothèse où une guerre serait déclenchée sans mandat de l'ONU, la France, ne s'associant pas aux opérations armées, pourrait être associée à la reconstruction de l'Irak? Personne ne peut dire à l'avance quels sont les résultats d'une guerre. Il est rare qu'ils soient positifs. Il y a d'abord les femmes, les hommes, les enfants morts. Et il y a ensuite les risques, dans le cas particulier, d'éclatement du pays, avec tout ce que cela comporte comme incertitude. Ensuite, pour recréer un peu le calme dans une région qui, hélas, est traumatisée depuis longtemps et fragile, et qui n'a vraiment pas besoin d'une guerre supplémentaire. Et donc, on ne sait pas quelles sont exactement les conséquences d'une guerre. Mais ce qui est sûr, c'est qu'après une guerre, il faut effectivement réparer les choses. Et la France devra participer à cette reconstruction. C'est-à-dire qu'on le lui demandera. Il faut reconstruire à la fois matériellement et aussi politiquement. Et cette reconstruction, elle, alors ne peut être faite que par l'ONU. On n'imagine pas quelqu'un assumant seul, y compris les États-Unis, le rétablissement d'une situation viable dans ce pays et dans cette région. Même avec un Donc il faudra bien américain. Oui. Ça, c'est pas sûr. Oui, ça c'est une hypothèse hasardeuse. Vous n'y croyez pas? Bon, je ne sais pas ce que veulent faire les Américains, mais je dis que c'est une hypothèse hasardeuse. Et en revanche, ce qui est sûr, c'est qu'il faudra qu'on s'associe tous, naturellement, pour réparer, si j'ose dire, les dégâts. Et la France, il y aura bien évidemment sa place et assumera ses responsabilités. Mais nous préférerions, je le répète une fois de plus, atteindre l'objectif que s'est fixé la communauté internationale, c'est-à-dire le désarmement de l'Irak. Et à partir du désarmement de l'Irak, ne vous y trompez pas, la fin du régime, car le désarmement suppose une transparence et les dictatures ne résistent pas longtemps à la transparence.
nous préférons le faire par la voie de la paix que par la voie de la guerre, si tant est qu'elle puisse être efficace. Je voudrais vous rappeler sur ce point que c'est une position constante de la France depuis le début de cette crise. Nous avons été très actifs pour l'élaboration de la décision du Conseil de sécurité quand il a opté à l'unanimité pour la résolution 1441. Monsieur le Président, aux États-Unis, Richard Pearl, par exemple, un conseiller pour la sécurité de George Bush, disait finalement dans cette crise, la France cherche à exister en s'opposant à Washington. Est-ce que, à l'inverse, vous-même, vous avez l'impression que cette crise révèle des visées hégémoniques des États-Unis sur l'organisation du monde? Ça, c'est la polémique. Et moi, je n'entre pas dans la polémique. Même l'idée de la position gaulienne, par exemple, que vous souhaiteriez avoir. Et je ne souhaite surtout pas polémiquer avec les Américains. Mais là, nous arrivons à un problème de principe. Nous ne sommes pas du tout en conflit avec les États-Unis. Nous n'avons aucune raison d'avoir un conflit avec les États-Unis. Mais là, nous sommes sur un problème de principe. Je dirais un problème moral. Est-ce que l'on va faire la guerre alors qu'il y a peut-être un moyen de l'éviter? Et la France, conformément à sa tradition, dit s'il y a un moyen de l'éviter, il faut l'éviter. Mais eux aussi, et nous ferons tout pour ça. Ils disent que c'est un problème moral. Et Tony Blair le dit aussi. Il dit simplement il y a l'axe du mal et cet axe du mal doit être détruit. Oui, faisons attention aux excès. Cette formule vous semble déplacée? Je ne l'ai pas approuvée. Quoi qu'il arrive, il y aura un vaincu quand même dans cette crise, c'est l'Europe. Parce que d'un côté, vous avez quand même, on le rappelait, donc Tony Blair, mais aussi Aznar, mais aussi Berlusconi. Quand même, c'est difficile d'avoir une politique étrangère commune. Beaucoup plus difficile que la monnaie commune, apparemment. Je ne le crois pas. D'abord parce que je n'ai jamais pensé que l'Europe était un chemin de rose. L'Europe, c'est un chemin difficile, escarpé, semé d'embûches. Mais vous observerez que depuis que nous l'avons emprunté, nous avons toujours progressé, quelles que soient les difficultés et quelles que soient les embûches. Et chaque fois qu'il y a eu crise, nous sommes sortis dans le processus européen renforcés. Je prends l'exemple qui nous occupe aujourd'hui. Nous avons fait des efforts, après le marché unique, après un certain nombre d'autres réformes, et après la monnaie, pour nous engager sur la voie de la politique étrangère et de défense commune. Oh, nous savions très bien que nous aurions, là encore, des difficultés. Elles sont apparues avec l'affaire irakienne. Je vous rappelle, pour vous donner un exemple, que alors que nous prenions, à l'évidence, deux positions différentes, les Anglais et nous nous sommes réunis pour notre dernier sommet franco-britannique au Touquet, et nous avons constaté notre divergence de vue sur cette affaire irakienne et progressé très sensiblement sur tout un ensemble de décisions qui sont passées un peu inaperçues à cause de la crise irakienne, mais qui nous ont permis de progresser sur la voie de la défense commune. Ma conviction, c'est que la crise, avec un petit c, que connaît l'Europe à cause de ces divergences de vues sur la... Elle est profondément divisée quand même. Non, ne le croyez pas. Vous savez, j'ai une longue expérience de l'Europe. Je connais bien l'Europe. Je sais comment elle fonctionne. Je suis peut-être un de ceux qui savent le mieux comment elle fonctionne. Elle ne sera pas du tout divisée dès que la crise sera terminée, et elle trouvera dans ses remords de ne pas avoir pu concevoir une position unique, une force nouvelle pour arriver à l'objectif qu'elle s'est fixé. C'est toute l'histoire de l'Europe. L'histoire de l'Europe est jalonnée de crises dont chaque fois elle est sortie renforcée. Et vous aurez encore ce phénomène qui se produira. Tout simplement parce que chacun a conscience que si nous voulons, c'est ce que je vous disais au début, un monde multipolaire, où l'Europe compte et existe, il faut qu'elle soit réellement bien associée. Et elle le sera.
pour terminer cet entretien, parce que l'heure tourne, nos compatriotes sont préoccupés de trois choses même importantes. S'il y a guerre, il y a d'abord un regain éventuel du terrorisme. Deuxièmement, à ce que les communautés qui fondent ce pays ne soient pas antagonistes, ne s'opposent pas les unes aux autres. Et troisièmement aussi, la machine économique qui finalement s'est beaucoup ralenti ces derniers temps. Et les gens ont tendance à penser que c'est à cause de ces menaces de guerre. Est-ce que vous pouvez les rassurer sur ce sujet? Sur ces 3 points, le terrorisme, il est certain que s'il y a guerre, les premiers vainqueurs seront probablement ceux qui souhaitent l'affrontement, le choc des civilisations, des cultures, des religions. Et qu'une guerre de cette nature ne peut, à mes yeux, que conduire à un développement du terrorisme. C'est en tous les cas hautement probable. Y compris contre la France. Vous savez, par nature, là, il est invisible. On ne sait rien. La France a été douloureusement touchée par le terrorisme. Elle en a l'expérience et par conséquent, elle se méfie peut-être plus que d'autres. En tous les cas, ce que je peux vous dire, c'est que dans ce domaine, il me semble que la guerre est un élément qui fera éclater la coalition mondiale antiterroriste. Car il ne faut pas oublier tout de même qu'une très grande majorité des pays et des peuples du monde sont hostiles à cette guerre. Une très très grande majorité. La France n'est pas isolée. Et beaucoup s'en faut. Et donc, le terrorisme risque effectivement d'avoir une impulsion nouvelle dans ce contexte. Ce que je peux vous dire, c'est que le gouvernement français a pris un ensemble de dispositions aussi efficaces que possible face à un phénomène aussi imprévisible pour que le terrorisme ne puisse pas se développer. Je remarque d'ailleurs que depuis 2 ou 3 mois, un certain nombre d'opérations spectaculaires, et dont la plupart ont été publiques d'ailleurs, ont permis de neutraliser des réseaux terroristes qui étaient des réseaux réellement dangereux. Au moins, ceux-ci ont été neutralisés. Sur les tensions entre communautés... Alors, vous dites les tensions. La France sont pour l'instant pas perceptibles. Oui, la France est un pays qui a toujours eu pour vocation d'intégrer ses enfants et qui ne veut pas accepter, je dirais, le communautarisme. Et donc tout ce qui peut développer ce mal doit être combattu. Et nous essayons de faire le maximum pour que la compréhension, le respect de l'autre, hélas, trop souvent ignoré, le dialogue, notamment entre les religions, entre les communautés, entre les cultures, en France et dans le monde, permettent d'éviter ces affrontements stériles et dangereux et cruels. Et enfin, vous parlez de l'économie à juste titre. Il est certain que ce bruit de bottes, si j'ose dire, n'est pas favorable à l'économie. Et nous voyons bien que la croissance diminue, avec les conséquences que cela comporte, dramatiques, sur l'emploi, que les investissements attendent, sont différés, que la confiance n'est pas présente, que la consommation en souffre, et que par conséquent, c'est vrai, la machine économique a du mal actuellement, et c'est lié pour une large part à la situation internationale et aux perspectives de guerre. Alors là encore, il faut essayer d'agir de la façon la plus efficace possible, et je crois que le gouvernement, de ce point de vue, a pris non seulement la bonne voie, mais la seule voie possible, c'est-à-dire celle qui consiste à associer une politique en faveur de l'emploi pour des raisons sociales et une politique de libération des énergies pour encourager l'économie, et notamment l'investissement ou la consommation. Je crois que le gouvernement le fait avec
une détermination. Le Premier ministre a dans ce domaine incontestablement une espèce de détermination, de volonté, et je crois qu'il fait de ce point de vue tout ce qui peut être fait. Juste un mot sur vous-même, Monsieur le Président. On parle beaucoup de posture gaullienne. Est-ce que ça vous fait plaisir? Est-ce que vous y puisez de l'inspiration, notamment dans l'opposition aux États-Unis? Le général de Gaulle n'a jamais fait de l'opposition aux États-Unis. Le général de Gaulle a même été présent aux côtés des États-Unis, le premier, chaque fois qu'il y a eu il n'a pas hésité à s'opposer. Si on... Naturellement, non, il ne s'est pas opposé pour s'opposer aux États-Unis. Il a claqué la porte de l'OTAN, par exemple. Oui, il a affirmé les intérêts de la France. Vous y pensez? Comment? Vous y pensez dans ces moments-là? Vous sentez cette filiation? Ça ne fait pas partie de vos réflexions? Je ne peux être que flatté, en tous les cas, de cette comparaison que vous voulez bien faire. Peut-être que très flatté. J'ai une toute dernière question à vous poser. J'essaye d'avoir mon inspiration propre. À quel pourcentage de chances vous pensez que l'on peut échapper aujourd'hui à la guerre? On la sent inévitable. Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que même si c'était 1 pour 1000 ou 1 pour 1 million, ça ne diminuerait en rien ma détermination à tout faire pour que l'on puisse régler le problème irakien sans faire la guerre. Je vous remercie, Monsieur le Président, et j'imagine qu'on aura l'occasion de vous retrouver à New York ou ailleurs. Je vous remercie. Voilà donc au terme de cette session d'information. L'intervention de Jacques Chirac sera largement commentée dans l'émission qui suit, 100 minutes pour comprendre, animée par Olivier Mazerolle. 23h, complément d'enquête présenté par Benoît Duquesne, avec pour thème la justice en examen. Vers minuit 50, le dernier journal présenté par Jean-Claude Renaud. Demain, dans les 4 vérités, Françoise Laborde recevra François Hollande, le premier secrétaire du Parti socialiste. Excellente fin de soirée sur France 2.